Le transcrit correspondant est le 0087 0485. Et pour ce qui est de l'onglet, si vous me permettez, une petite seconde que je vous le donne. It's tab 522. La greffière d'audience, onglet 522. Monsieur McDonald, merci beaucoup. Alors, nous devons être sur Evidence 2, je crois. Oui. Evidence 2. Alors, Monsieur Mangou, nous allons regarder l'extrait. Ça va? Madame, Monsieur, bonsoir. Un couvre-feu est instauré à partir de ce soir dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Je vous propose à ce sujet d'écouter la déclaration du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou. Déclaration des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les récentes manifestations de troubles à l'ordre public, les actes de vandalisme, de barbarie, les tueries et les assassinats perpétrés par les militants du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix au cours des marches insurrectionnelles organisées par ce groupement politique d'opposition les 16-17 décembre 2010 avaient causé la mort de 21 membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Depuis ces moments, le calme n'est plus jamais revenu dans ce pays et les morts se comptent par dizaines du fait des attaques à l'arme de guerre contre les éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et d'innocentes populations. Il ne se passe pas de jour sans que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en mission de sécurisation et de protection des populations, ne soient les cibles principales d'attaques armées par des individus embusqués qui répondent ainsi aux incessants appels à la désobéissance civile, à l'insurrection et aux assassinats de toute nature lancés par des politiciens retranchés à l'hôtel du Golfe. Dans la journée du mardi 11 janvier 2011, des tirs aux armes de guerre dirigés contre les unités des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en patrouille dans la commune d'Abobogar, plus précisément au quartier PK18, ont fait 2 morts, 9 blessés et des matériels roulants de service endommagés dans les rangs des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Devant une telle atmosphère de quasi-insécurité et de menaces de guerre dans laquelle vivent les laborieuses populations de cette commune, des menaces d'attaques armées contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, la mesure d'urgence suivante est prise. Un couvre-feu est instauré dans toute la commune d'Abobogar et d'Anyama à compter de ce jour, mercredi 12 janvier 2011, à partir de 19 h jusqu'au samedi 15 janvier 2011 à 06 h du matin. Cette mesure exceptionnelle permettra aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de poursuivre avec engagement et fermeté leur mission régalienne de sécurisation et de protection des populations. Elle sera également mise à profit par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire aux fins de rechercher et de débusquer toutes les personnes qui sont responsables de ces attaques armées et autres agressions, de retrouver toutes les personnes
désireuses à partir de leur cachette de s'attaquer à la République. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire prennent alors toutes les organisations des droits de l'homme d'ici et d'ailleurs, l'opinion nationale et internationale, à témoin que ces attaques armées contre elles, assimilées à des actes de guerre et suivies de lourdes pertes en vies humaines, dans leur rang, les placent désormais en position de légitime défense. Dès lors, elles se réservent le droit de riposter à partir de maintenant, tous moyens réunis, à toutes les attaques, d'où qu'elles viendront. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mettent-elles en garde les autres communes du district d'Abidjan contre les actes et agissements rapportés précédemment. Le cas échéant, les communes identifiées se verraient appliquer les mêmes dispositions et frappées par les mesures de riposte, toujours dans leur logique absurde de déstabiliser la République de Côte d'Ivoire. Ces politiciens retranchés au Golfe s'adonnent à des campagnes d'intoxication en direction des populations ivoiriennes, faisant état de défection d'officiers et autres catégories de militaires des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et qui auraient rallié un prétendu gouvernement basé à l'hôtel du Golfe. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire informent le digne peuple de Côte d'Ivoire que ces officiers, dont il est question dans ces communiqués de désinformation, n'appartiennent plus à leurs effectifs, car ils ont été libérés de leurs obligations militaires vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. À cet égard, ces personnes peuvent désormais mener leur existence comme bon leur semble. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire réaffirment qu'elles n'ont jamais été aussi unies et solidaires en ce moment même dans toutes leurs composantes et invitent les Ivoiriens et les Ivoiriennes à garder leur sérénité. Tout combat correspond bien à un objectif et à un contexte spécifique. Le combat majeur auquel les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire restent sans équivoque dans cette crise dite post-électorale, née de la volonté absurde de certaines personnes au plan interne et au plan externe de nier à la Côte d'Ivoire son indépendance totale, à décider de son destin. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mènent l'unique combat de la sauvegarde de la souveraineté de la République de Côte d'Ivoire, dans le respect scrupuleux du fonctionnement de ses institutions et de sa constitution. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent-elles l'ensemble des populations à garder leur calme. Elles leur demandent de continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations, seul gage, d'une part, du bien-être social de chacun et pour aider, d'autre part, au redécollage économique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le mercredi 12 janvier 2011, signé le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées. Thank you. Le président, merci. Vous avez la parole. Vous, évidemment, rappelez de
de ce communiqué, Monsieur Mangou? Alors bien sûr, quand un communiqué est clair comme ça, vous voyez que ça ne donne même pas lieu à des discussions. Alors ce que je voudrais dire, effectivement, ce communiqué a été lu par moi. Néanmoins, il y a un point à souligner, parce que tout fait est évolutif, suite donc des enquêtes personnelles qu'on mène. J'ai attribué la responsabilité des tueries au niveau d'Abobo au RHDP, qu'il veuille bien m'en excuser, parce que j'ai su, à la fin de la crise post-électorale, que la responsabilité des tueries au niveau d'Abobo ne leur incombe pas. Et là-dessus, je vous ferai un témoignage. Par contre, pour tout ce qui suit, c'est bien ce que nous avons dit. Alors, quand le président a-t-il autorisé ce décret? Car il est présenté au journal du 12 janvier 2011 à 20h, 12 janvier 2011, pardon, à 20h. Donc, ma question est, à quel moment le président vous autorise-t-il à lire ce communiqué? Dès qu'on reçoit le décret, on le porte à la connaissance de la population. S'agit-il d'un préenregistrement? Effectivement, il s'agit d'un préenregistrement puisque la cassette a été transmise après à la RTI. À ce moment-là, compte tenu des propos que vous tenez, étiez-vous en situation de guerre? Oui, je l'affirme, parce que quand vous envoyez des éléments avec qui vous avez fait le briefing le matin même pour une mission de sécurisation dans un quartier au profit de la population, et qu'au retour de la mission, on vient vous annoncer que vous avez 3 à 4 éléments qui sont tombés, j'avoue que c'est difficile à supporter. Difficile à supporter. Or, notre mission à nous, c'est de défendre l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est de protéger les personnes et les biens. Nous n'avons pas pour mission d'aller tuer les gens. Donc, quand nous partons, ce sont nos éléments qui sont pris à partie par des gens en civil, en armes, qui nous voient venir parce que nous portons des tenues bien caractéristiques, des véhicules bien caractéristiques, on détruit nos véhicules, on tue nos hommes. Donc il y a vraiment lieu de faire une mise en garde, de prendre à témoin la population et de prendre à témoin également ceux qui sont venus nous aider à aller à la paix, c'est-à-dire les forces onusiennes. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait cette déclaration. Avant la lecture ou l'enregistrement, je devrais dire, l'enregistrement de ce communiqué, avez-vous eu une rencontre à l'état-major avec les généraux? Effectivement, vous voyez que le lieu où la déclaration a été faite, c'est bien la salle de conférence de l'état-major. Donc, à l'issue de la rencontre avec nos commandants des forces, et suite aux nombreux décès de nos hommes, nous avons décidé, après en avoir rendu compte à M. le ministre Alain Dogrou, de faire un communiqué
pour prendre à témoin la population, comme je l'ai souligné, et pour éventuellement appeler aussi l'attention de l'ONUCI sur ce genre de faits. Un petit instant, s'il vous plaît. Quelle était la base juridique sous laquelle vous vous trouviez à ce moment-là si vous êtes en situation de guerre, selon les lois ivoiriennes? Déjà, quand vous voyez que des gens utilisent des armes de guerre, c'est qu'on est effectivement en situation de guerre. Mais qu'en plus, nous avons été requis. Et c'est en accomplissant cette mission que certains de nos hommes sont tombés. If you allow me, Your Honor, just Monsieur McDonald, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, j'aimerais que vous m'accordiez quelques secondes pour que je trouve une vidéo du 15 janvier. Your Honor, Monsieur le Président, accordez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Your Honors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, compte tenu des réponses apportées par le témoin, et en ce qui concerne la possibilité de montrer des documents qui ne figurent pas sur la liste des documents, mais qui figurent sur la liste des éléments de preuve, j'aimerais diffuser et montrer une vidéo du 15 janvier. Il s'agit toujours de la base juridique. Il s'agit d'un décret, de la lecture d'un décret. Le numéro ERN est 0064 0111. Il s'agit d'une vidéo qui a fait l'objet d'un versement direct. Et d'ailleurs, la défense était vue octroyer un temps supplémentaire pour pouvoir réagir à cette demande de versement direct. Donc, avec votre permission, nous aimerions pouvoir présenter cela. Dans un esprit de confraternité, nous ne nous opposons pas à ce que cette vidéo soit montrée. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Maître Knops. Maître Knops. Monsieur le Président, nous nous en remettons à la Chambre. Nous nous contentons de constater que la Chambre a déjà rendu une décision au sujet des documents qui font l'objet de débats juridiques, donc qui ne sont pas automatiquement, ou cela fait l'objet d'un débat juridique, puisqu'il s'agit de documents qui n'ont pas été automatiquement communiqués par l'accusation en attendant que la décision soit rendue. Le Président, Monsieur le Procureur, je vous en prie. Monsieur McDonald, et je m'excuse car nous n'avons pas de transcription pour cette vidéo. Mais il s'agit donc de la lecture d'un décret. C'est tout à fait dans la même veine. Donc si
Madame la greffière d'audience, pouvez afficher ou diffuser la vidéo 0064-0111. Et si je ne m'abuse, nous allons donc la diffuser à partir de la minute 3 minutes 17 jusqu'à 4 minutes 35. Alors, je reviens avec des questions, M. Mangou. Avec 5 minutes. That is what you do since 2 days. En Côte d'Ivoire, Nothing new. Evidence Channel 2. Ce sera sur le canal Évidence 2. Excusez-moi, Évidence 1. It's on both. En fait, c'est sur les deux. Bonsoir, bienvenue. Ouvrons ce journal par ce décret de la présidence, décret portant prorogation du couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Le président de la République décrète, article 1er, le couvre-feu institué par le décret 2011-8 du 12 janvier 2011 dans les communes d'Abobo et d'Anyama sont prorogés comme suit. Le samedi 15 janvier, à partir donc d'aujourd'hui, de 19h à 6h. Le dimanche 16 janvier, de 19h à 6h. Le lundi 17 janvier, de 19h à 6h. Le mardi 18 janvier, de 19h à 6h du matin. Le mercredi 19 janvier, de 19h à 6h. Le jeudi 20 de 19h à 6h du matin et enfin le vendredi 21 janvier de 19h à 6h du matin. Donc on retient que le couvre-feu commence aujourd'hui et prend fin le vendredi 21 janvier prochain. Dans l'actualité ce soir, le lancement Yes, please. So we get Le président, oui, je vous en prie. Monsieur McDonald, donc nous avons le numéro du décret du 12 janvier. Et pour ce qui est du préambule, je souhaiterais vous présenter un autre décret dont la lecture est faite, si je ne m'abuse, le 19. Le président, mais est-ce que nous n'avons pas une copie papier de ces décrets? Monsieur McDonald, non, monsieur le président, ils n'ont pas été publiés pendant cette période, n'ont pas été publiés à la Gazette officielle pendant la dite période. C'est la raison pour laquelle la seule version que nous avons est la version diffusée sur la RTI. Et la cote ERN est la même que celle que je viens de mentionner. Mais les 4 derniers chiffres sont 0, 1, 1, 2. Et la date sera mentionnée lors de la diffusion et la lecture du décret. the timestamps. It's from Alors, ce sera à partir du début de la lecture du décret, donc que nous allons voir ça. Donc, c'est le début du journal d'information et nous pourrons interrompre à la fin du préambule. Point n'est besoin d'écouter la lecture des articles.
Can we please have the times? La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous donner les horaires précis? Unfortunately, I don't have the time. Datage, Monsieur McDonald, écoutez, malheureusement, je ne dispose pas de l'eurodatage, mais je pense que cela devrait être plus ou moins à partir de 3 minutes. Voilà, nous allons commencer maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de feuilleter avec nous l'actualité de ce jour. Le président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo, a reçu ce vendredi le ministre des Affaires étrangères internationales de la coopération et des Gambiens. Sorry, Monsieur McDonald, excusez-moi. Je vous donnerai l'eurodatage. Je pensais que cela commençait au début du journal télévisé. Manifestement, je me suis trompée. Excusez-moi, Monsieur le Président. showing this, Your Honor. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à devoir montrer ceci. Just a second. Une petite minute, je vous prie. Donc, excusez-moi, l'eurodatage exact est 49 minutes 20 secondes. À propos d'éducation, un communiqué du ministère de l'Éducation nationale nous rappelle que les conséquences de cette crise Listen, I'll leave this. Bon, écoutez, Monsieur le Président, nous reviendrons plus tard là-dessus. Excusez-moi. Le Président, oui. Écoutez, je dois vous dire que je ne comprends pas l'utilité qu'il y a à lire le préambule d'un décret. Mais enfin bon, cela est de votre sort. Monsieur McDonald, mais Monsieur le Président, c'est pour les mêmes raisons. Le Président, oui, je le sais, mais normalement, un décret existe par écrit. Et s'il est présenté, il fait partie du dossier de l'affaire, donc je ne comprends pas. Mais je ne veux surtout pas me lancer dans un débat à ce sujet. Non, je viens juste d'exprimer mon point de vue, Monsieur McDonald, et poursuivez parce que sinon nous allons perdre du temps et je ne veux surtout pas perdre de temps. Monsieur McDonald, bien. All right. Monsieur McDonald, très bien. Alors, je vais vous montrer et je vais appeler une pièce de l'inspecteur général de police, M. Bredow-Mbia, CIV OTP 0045-1193. Très bien. Alors, on fait référence au décret à la 3e ligne, et c'est un document, donc toujours de M. Mbia. On fait référence au décret du 12 janvier 2011 portant instauration d'un couvre-feu dans les communes d'Abobo et d'Anyama comme suit.
Donc, les opérations militaires seront conduites par les unités des Forces armées nationales, FANSI, et de la Gendarmerie nationale. Et je comprends que les policiers sont donc en troisième à ce moment-ci? C'est ça ma question. En troisième position? C'est-à-dire que les FANSI sont en première ligne, les gendarmes et après les policiers viennent en appui? Non, pas du tout. Il a pris ça dans le désordre. Non, c'est pas du tout. Il n'a fait que citer les unités qui vont participer à la patrouille. Sinon, normalement, dans l'ordre du combat, vous avez les forces de première et deuxième catégorie qui sont en première position, et puis les forces armées viennent en appui. Mais là, il s'agit d'une mission de patrouille qui est différente de l'opération commune sur le terrain. Donc, selon ce document, le DGPN, ou la police, pardon, se trouve en maintien de l'ordre et les FANSI et les gendarmes aussi. Il n'a fait que reprendre le message, certainement, que j'ai envoyé pour la sécurisation de la zone où le décret de couvre-feu est décrété, j'allais dire. Donc, c'est tout le monde qui participe à la sécurisation. Maintenant, dans l'opération, les policiers peuvent être à un endroit bien déterminé. Les policiers, les gendarmes et les militaires font des patrouilles. J'aimerais, à ce moment-ci, poursuivre et vous poser la question, suite à la lecture de ce communiqué, on vous voit lire le communiqué, avez-vous eu une rencontre avec le président de la République? Non, je n'ai pas eu de rencontre avec le président de la République. Je vous ai précisé tout à l'heure que pour lire le communiqué, nous avons rendu compte au ministre de la Défense. C'est sûr que le ministre de la Défense lui-même, qui est chargé de l'exécution de la politique de défense, a dû rendre compte au président de la République. Par la suite, donc, le communiqué, on l'a vu, est présenté au journal de 20 heures. Vous êtes-vous déplacé à la résidence pour rencontrer le président? Non, je ne suis pas allé à la résidence pour rencontrer le président. Nous avons fait le communiqué pour rappeler l'attention de la population sur un certain nombre de faits. Et puis pour prévenir l'ONU ici, je ne pense pas que je sois parti à la présidence. Alors, j'appellerai la pièce 0088 0863. Et si nous pouvions aller à la page 1087. Alors, on voit ici qu'il s'agit de la journée du 12 janvier 2011. Le registre des visiteurs à la résidence. Ici, on peut tourner à la page suivante, donc la page 1089, avec 1089. « 1089. Et si on peut mettre l'emphase à la ligne 34 à 44, s'il vous plaît.
jusqu'à la fin du document même. Donc, on voit à l'entrée 34, M. Bruno Mbia, qui est enregistré à 21h56, vous-même le SEMA à 21h50, Général Kassaraté à 53, 21h53, M. Doc Beaublé à 21h54. On voit également qu'il y a certains ministres, dont le ministre M. Charles Blégoudet à l'entrée 40, à 22h25. Et on peut voir l'heure de départ. Monsieur le Président. C'est quoi le problème? Monsieur le Président, on ne va pas revenir toujours sur les mêmes observations. Est-ce qu'il y a une question à poser aux témoins concernant ce registre et ce jour? Et puis c'est tout. Mais c'est commentaire, monsieur. On va pas revenir. Le Président, oui, bien sûr, bien sûr. Je dois dire que nous sommes tous en train de regarder la même chose, nous pouvons le lire. Posez votre question, Monsieur McDonald. Mais c'est ce que je fais, Monsieur le juge président. Vous montrez Monsieur McDonald. Et qu'est-ce qui sera consigné au compte rendu? Rien. Le président n'empêche que nous avons une référence. Donc, j'aimerais que vous posiez votre question, tout simplement. Nous voyons tous ces noms-là qui figurent dans ce registre, du 34 aux autres. Donc, posez votre question. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, M. Mangou, d'une rencontre le 12 janvier 2011? Pas du tout. Alors, je voudrais être précis. Je vous avais défini les rencontres avec le président de la République au palais de la présidence de la République avec des dates bien précises. Et je me rappelle vous avoir dit qu'au niveau de la résidence, nous avons eu tellement de rencontres que je ne peux pas définir une date ni une heure. J'ai été clair là-dessus la dernière fois. Donc, quand vous me présentez un document, c'est bien mon nom, mais à quel moment j'y étais? Je suis un humain, la mémoire, elle est oublieuse. Hein. Maintenant, si vous me racontez, vous me dites c'est pour tel fait, je pourrais vous dire pourquoi j'y suis. Mais quand je vois un cahier où on relève l'identité des visiteurs SEMA, suivi des autres, je ne peux pas me rappeler à quelle réunion nous étions. Très bien, je vais vous montrer maintenant une vidéo. Et la vidéo que je vais vous montrer, c'est un court extrait. C'est le 0064 0110 de la minute 3:49 à 6:34. The prosecution has the... La greffière d'audience, évidence 2, c'est l'accusation qui a la main. Le président. Et la transcription de cette vidéo, elle correspond à quel intercalaire? Can we please have the... Est-ce que l'on pourrait avoir la référence à la transcription, à l'intercalaire qui contient la transcription, pour les interprètes, s'il vous plaît? Monsieur McDonald. 494. Le président, merci. Public video. La greffière d'audience, est-ce qu'il s'agit d'une vidéo publique? So they're ready? Ready to... Le président, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt à diffuser la vidéo? If we can show it, please. Monsieur McDonald, oui, s'il vous plaît, veuillez la diffuser.
président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec le chef des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays et puis ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Seri. Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo avec la haute hiérarchie militaire était d'une importance capitale au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée, Philippe Mangou, ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, au sortir de cette rencontre, a dénoncé la partialité observée sur le terrain concernant les casques bleus de l'ONU. Moi, j'ai toujours accusé les forces onusiennes d'être de connivence avec les rebelles. Je l'ai toujours dit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'après l'attaque, 2 minutes tout juste après l'attaque, une dizaine de 4x4 passent, voient nos morts, voit le blessé agonisant, on le dépasse et puis on dit qu'on a la recherche d'une population qu'on cherche à sécuriser. Nous ne comprenons pas. Et peu de temps après, ils sont repassés en effectuant des tirs. Alors j'ai été très amer avec le général Lafize. Je lui ai exprimé mon mécontentement. Nous avons une rencontre où j'ai dit la vérité. C'est de la provocation selon vous depuis un moment, les actes de forces onusiennes, selon vous assimilez ça à de la provocation? Oui, la provocation, mais c'est honteux de leur part parce que la mission initiale, c'était une force impartiale, c'est de faire l'interposition, de nous amener à la paix, mais là ça devient autre chose et nous trouvons que c'est véritablement honteux de la part de ces forces-là. Quelles sont les dispositions? Ben, écoutez, vous savez les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien, c'est de demander à ces forces de repartir. Nous ne travaillons plus avec ces forces. Merci. Cette rencontre de la haute hiérarchie militaire avec le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, a duré plus de 2 heures d'horloge. 3 jours de couvre. Thank you. No. Le président, merci. Monsieur MacDonald. Le fait de revoir cette vidéo, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Bien sûr que ça me rafraîchit la mémoire. Et je sais aussi dans quelles circonstances j'ai fait la déclaration. Please tell us. Le président, veuillez nous le dire. Quelle a été donc la discussion que vous avez eue avec le président et les personnes présentes? Alors, Monsieur le Président, j'ai été très amer avec les forces onusiennes. Parce que j'estime que quand un pays est en crise et qu'une force vient vous aider à aller à la paix, elle se doit d'avoir un certain comportement. Je ne vais pas jeter le discrédit sur l'ensemble des forces impartiales qu'il faut reconnaître
a fait un travail satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, a aidé la Côte d'Ivoire à aller à la paix parce que nous sommes militaires et je sais que quand on quitte sa famille, on quitte son pays pour se mettre au service d'un autre pays, ce n'est pas facile. Ils ont fait l'essentiel. Mais comme dans tout groupement, dans toute association de personnes, il y a des personnes qui, de par leur comportement, jettent le discrédit sur le travail satisfaisant fait par l'ensemble. Et là, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, j'ai été très amer parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la nuit du 11 au 12, nos policiers qui étaient partis pour la sécurisation d'Abobo et qui étaient au rond-point d'Abobo ont été entourés, tués, des véhicules calcinés. Au même moment est arrivé un convoi de 10 véhicules des forces impartiales. Il y en avait qui agonisaient encore, qui n'étaient pas encore morts, couchés dans leur sang, qui cherchaient secours. Ils les ont regardés, ils ont tourné le talon, ils ont embarqué dans leur véhicule et ils sont partis. Nous sommes ici au sein d'une justice internationale. C'est une faute très grave, le refus de porter assistance à personne en danger. Entre nous militaires, il y a une certaine solidarité qui fait que nous nous appelons frères d'âme. Et l'appellation ne se fait pas seulement du bout des lèvres. Cela doit se ressentir également dans nos faits et gestes. Le disant, Monsieur le Président, je voudrais vous donner un exemple. 9 officiers Blingadechi de l'ONUCI, fraîchement arrivés en Côte d'Ivoire, qui sont partis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc perdus, se sont retrouvés à Yopougon-Niangon. Ils ont été entourés par une foule immense. Pris de peur, ils ont monté les vitres. Et comme la population, ceux qui les entouraient, savaient qu'il faisait chaud et qu'ils ne supporteraient pas la chaleur, ils étaient là, ils regardaient. Ils étaient en train de, j'allais dire entre griffes, brûler dans la voiture. Le général Hafiz m'a appelé. Il m'a dit, mon général, j'ai mes gens qui arrivent de l'Ouest, mais qui se sont trompés d'itinéraire et qui sont allés à Yopougon. Ils ont envahis, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'ai même pas eu besoin, Monsieur le Président, de prendre l'armée. Je n'ai pris que les éléments de ma garde. Je suis arrivé à Niangon, parlementer avec les gens, réussi à les sortir un à un, à les mettre au commissariat de Niangon, jusqu'à ce qu'on sorte les 9 Bangladeshis, qu'on les mette au commissariat, qu'on prenne 2 véhicules. Il y en a qui sont montés avec moi. Je les ai amenés chez moi, à ma résidence. Mon épouse leur a donné à boire. On leur a donné à manger. J'ai permis qu'ils récupèrent, qu'ils reprennent leurs esprits. Et personnellement, dans 2 véhicules, je suis allé les remettre à l'ONUCI, au général Hafiz. Mais ça, vous n'avez pas de document dessus. Parce que personne n'a dit merci pour ça. Mais moi, je n'attends pas de remerciement des humains. Je l'ai fait parce que je suis un chrétien et Dieu seul saura me récompenser. Mais quand des forces se préparent, agissent comme ça, vis-à-vis de nos forces, il y a de quoi être révolté. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, il y a des militaires ivoiriens aussi qui vont en opération extérieure. Est-ce qu'on autoriserait que ces gens-là s'en prennent aux jeunes de ces pays, que ces gens-là tombent sur des faits où ils pourront porter secours, ils tournent dos? Non, on ne peut pas le faire. C'est vous qui parliez ici d'hier du DIH. Tout ça, c'est dans le DIH. C'est compris dans le DIH que des gens ne respectent pas le droit humanitaire. Mais c'est grave. C'est grave. On ne peut pas être tendre avec eux. Donc, effectivement, je n'ai pas été tendre avec eux. Et je l'ai signifié au général Hafiz. Un policier qui tombe,
qui est en train d'agoniser, qui n'est pas encore mort, vous le laissez, vous partez. La deuxième raison pour laquelle je suis intervenu, il s'agissait de l'organisation des patrouilles. Même quand ce sont les éléments d'une même unité qui font des patrouilles, nous évitons que ces éléments se retrouvent sur le même terrain, parce que la nuit, tous les chars sont gris. Et en patrouille, vous prenez toutes les dispositions au cas où vous tombez sur l'élément ennemi pour intervenir. Donc, il pouvait avoir des méprises. Si l'ONUCI veut participer à nos patrouilles, qu'elle nous dise, on n'interdit pas. Mais en ce moment, nous repartissons les secteurs pour faire les patrouilles. Mais on arrive à Bobo, on fait nos patrouilles, on les voit venir. Alors, la nuit même, quand vous voyez les phares allumés, vous n'identifiez pas qui vient en face. Donc, je me suis plaint de ces deux faits et j'ai trouvé que c'était vraiment de la provocation, que c'était inamical de leur part de ne pas venir au secours de leurs frères d'armes. C'est leurs frères d'armes qui sont tombés, de les regarder mourir sans leur porter secours et puis d'embarquer dans leur véhicule et de partir. Voici les raisons, Monsieur le Président, pour lesquelles j'ai fait cette déclaration. Le Président, Monsieur le Procureur. Qu'avez-vous discuté avec le Président ce soir-là, avant votre intervention à la télé? Donc, quel était l'objet de votre rencontre avec le Président? Alors, l'objet de la rencontre, c'est simple. Chaque fois que nous le voyons, nous lui faisons un point de situation, c'est-à-dire nous lui disons ce qui prévaut. Et comme je vous l'ai souligné, du 11 au 12, il y a eu le décès de 6 de nos policiers avec destruction de leur matériel. Nous en avons parlé. Et nous avons aussi parlé d'une manière générale de la situation qui prévalait sur l'ensemble du territoire. Ne vous focalisez pas trop sur Abobo, parce que nous tenons compte du territoire sur lequel nous agissons, des différentes patrouilles qui sont faites, même quand il n'y a rien à signaler, c'est aussi un compte rendu. Nous lui disons qu'il n'y a rien à signaler. Quand il y a des décès, nous lui rendons compte des décès et des blessés. Et c'est ce genre de situation que nous avons fait avec le Président de la République. Vous a-t-il donné des instructions suite à votre débriefing? Non, le Président n'a pas donné d'instructions. Il savait que nous étions requis, que nous faisons notre travail. Il n'a pas donné d'instructions particulières, puisque pendant cette période, c'était la police qui était sur le terrain dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre. Il n'y avait pas de situation particulière qui nécessitait un déplacement avec une rencontre de l'ennemi. Donc, les comptes rendus qui ont pu être faits au Président de la République, ce sont des comptes rendus de fin de patrouille et autres. Donc, vous venez de mentionner que, et je veux bien qu'on comprenne, qu'en date du 12 janvier, vous êtes toujours en situation de maintien de l'ordre. En date du 12 janvier, nous sommes toujours en situation de maintien de l'ordre. Et j'ai défini ici la période du 11 janvier au 21 février. C'est la police qui est en train de mener l'opération. Très bien. J'aimerais maintenant appeler la pièce CIV OTP 0071 0407. Et pour ce qui est du l'onglet, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi.
Tab 417. Greffier d'audience intercalaire 417.